nickel. Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. On tient aussi à remercier pour la réservation de la salle Sud Éducation et la coordination sociale antifasciste pour nous avoir aidé à organiser cet événement. Et bien sûr Radio BIP ici présent pour transmettre cet événement. Donc je vais animer cette conférence. Voilà, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Toufik de Planoise, donc fondateur du média local et indépendant Le Chenil. J'ai l'honneur d'être accompagné de Rémi Viennot, qui est donc le président de l'association Espoir et Fraternité Tziganes de Franche-Comté. Donc il nous évoquera les luttes qu'il mène au quotidien auprès des voyageurs et voyageuses. Et également avec Richie Thibault, du coup, étudiant et assistant parlementaire, militant des droits humains. Donc il nous donnera des éléments un peu plus historiques et généraux. Et donc il a sorti aussi un livre qui s'appelle « Arrachons une vie meilleure, le manifeste du jeune activiste face aux périls qui guettent l'humanité ». On a également la joie d'accueillir la députée de Seine-et-Marne, Ercilia Soubé. Donc elle est présente ici et nous dira quelques mots après les interventions de mes camarades. C'est d'ailleurs dans ce cadre d'un projet de loi sur la reconnaissance du génocide rome qu'elle porte qu'on a décidé d'organiser cet événement qu'on a intitulé « L'antiziganisme, une haine admise et généralisée ». Parce que les intervenants ici présents, mais aussi peut-être les gens dans la salle, on le voit un peu tous les jours en tant que militant ou journaliste pour ma part, que c'est une communauté qui est largement méprisée, des politiques, des médias, mais aussi du récit commun. Donc c'est pourquoi on voulait, même modestement, contribuer à ce que ce débat se fasse. Donc à la suite des allocutions, il y aura un temps d'échange avec la salle, si vous avez des questions, observations ou remarques. Et donc je vais laisser la parole à mes camarades, en commençant par Rémi Viennot, pour Espoir et Fraternité Tzigane de Franche-Comté. Bonjour à tous. Alors moi c'est Rémi Viennot. J'ai créé mon association en Franche-Comté en 2012. Avant de créer mon association Espoir et Fraternité Tzigane, j'étais déjà rentré dans une autre association qui s'appelait la Roulotte de la Solidarité Tzigane. Pour rentrer dans cette association, c'est un drame qui s'est passé au niveau national qui m'a fait rentrer dans la lutte. À Draguignan, un jeune gitan avait été abattu par la police dans la cour d'une gendarmerie de 4 balles dans le dos avec les menottes dans le dos. Il avait 27 ans, il s'appelait Joseph Guerner. La mort de ce jeune gitan, plus d'autres, a fait que je ne pouvais plus l'accepter. Avec le cousin de Joseph Guerner, Sébastien Guerner, on avait décidé de créer une association qui s'appelait la Roulotte de la Solidarité Tzigane. Ouais, d'accord. Et on a créé cette association. On est arrivé sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que aucune association des gens du voyage n'existait sur les réseaux sociaux. Et on était en 2010-2012, les jeunes voyageurs commençaient seulement à avoir des portables et c'était les débuts d'Internet et on commençait tous à aller sur Facebook avec nos portables en 2010-2012. Et nous, on a créé un groupe qui s'est appelé la Roulotte de la Solidarité Tzigane. Et en créant ce groupe Facebook, en même pas l'espace de 2-3 mois, on a eu 6000 personnes du voyage, essentiellement la jeunesse des gens du voyage qui venaient dans ce groupe. Et tous nous racontaient les discriminations qu'ils vivaient. Alors nous, on la connaissait, on connaissait toutes ces discriminations que les gens du voyage vivent. Par exemple, moi, à l'école, on m'a mis au fond de la classe, à Chevigné, dans la région, là. Je connais les discriminations depuis tout petit, mais on pense toujours qu'il n'y a que nous qui les vivons. Et grâce à notre groupe, on s'est aperçu que c'était quelque chose que tout le monde vivait. Donc on a créé l'association La Roulotte de la Solidarité Tzigane. Et comme c'était pas local, j'ai vite vu qu'il fallait que je crée quelque chose en Franche-Comté, ma propre association.
Alors, en 2012, j'ai créé Espoir et Fraternité de Tziganes. On a d'abord fait, sur la Malcombe, à Besançon, sur l'aire d'accueil des gens du voyage, on a d'abord fait, les gens du voyage étaient menacés d'expulsion, à l'époque c'était monsieur Jean-Louis Fousseret. Monsieur Jean-Louis Fousseret voulait expulser tout le monde en plein hiver. Et il faut savoir que les gens du voyage de Besançon n'avaient pas cette culture de la lutte ou de se défendre ou de se défendre tout simplement. Ça n'existait pas et c'était un peu toujours le pot de terre contre le pot de fer et c'était toujours les plus gros qui décident et puis normalement nous les petits on écoute et puis on obéit. Sauf que là on s'est tous concertés. On s'est tous réunis, on a fait des délégations, on est allé à la mairie, on a dit on n'est pas d'accord. Et on a eu notre première victoire, c'est-à-dire on a empêché déjà que les gens soient expulsés en plein hiver avec les enfants qui vont à l'école, tout ça. Donc fort de cette victoire-là, on s'est dit on va continuer. Et on a continué et la suite, je l'ai fait un peu comme un cheval avec des œillères sur les côtés, c'est-à-dire à chaque fois qu'on me disait, qu'on m'appelait à un endroit, j'y allais. Et moi, il faut savoir que pour défendre les gens du voyage, je n'ai pas de voiture, je fais du stop. Je suis un autostoppeur. Je vais à Pontarlier en stop, je vais à Luxeuil en stop, je vais partout en stop. Et j'ai fait ça vraiment comme un cheval pendant des années, jusqu'au jour où j'ai même découvert un petit garçon qui s'appelait Livaille à Pontarlier, qui était paraplégique, qui vivait dans un cagibi sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Personne ne s'en souciait, même pas la MDPH, parce que cet enfant, il avait tout contre lui, tout. Il y en a qui n'ont pas de chance sur Terre quand tu nais. Il y en a, ils n'ont pas de jambes, tout ça, mais il y en a, ils peuvent être gitans, ils peuvent être enfants et paraplégiques. Et cet enfant, il avait tout ça. Il était enfant, paraplégique et gitan. Et il se trouvait sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Pontarlier. Et moi, ce jour-là, j'étais venu pour empêcher une expulsion sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Ça semble incroyable, mais voilà, à Pontarlier, c'est comme ça que ça fonctionne, et on expulse même les gens du voyage, même quand ils sont en règle. Et ce jour-là, j'étais arrivé un petit peu en avance, en stop sur l'aire d'accueil, je me décide d'aller dire bonjour à tout le monde. Je fais le tour, et je tombe sur une dame âgée qui me dit, qui me voit avec mon chapeau, et qui me dit vous êtes le pasteur? Je dis non, je suis le Rémi Viennot, parce qu'on met beaucoup le, c'est comme la noblesse, hein, nous le ou la, voilà, c'est des titres de noblesse. Je dis je suis le Rémi Viennot, je viens pour essayer d'empêcher les expulsions. Et là je sens que cette dame âgée, elle tique, et je sens qu'elle a quelque chose à me dire. Elle m'invite à boire un café, parce qu'il y a beaucoup de pudeur, elle ne veut pas le dire devant tout le monde. Elle m'invite à boire un café sous son auvent. Alors je vais sous son auvent, et là tout de suite elle me dit qu'il y a un petit garçon qui est handicapé, et ça serait bien que je vienne voir ce qui se passe. Alors je dis pas de souci. Je suis cette dame, effectivement, en bas de la place, une sorte de cube carré, 4 mètres sur 4 mètres, je ne sais même pas ce que c'est, ça ressemble à rien, mais c'est bizarre, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. On ouvre la porte, il y avait un lit médicalisé, et là je découvre un enfant paraplégique dedans, et là je ne comprends pas, je me dis mais pourquoi cet enfant est comme ça, pourquoi dans ces conditions-là, un tuyau d'arrosoir d'arrosage pour le nettoyer, même pas de salle de bain, rien du tout. Je me dis mais c'est pas des conditions de vie dignes, surtout quand on est un enfant paralysé, quoi. Et suite à ça, le journaliste avec qui j'avais rendez-vous pour l'expulsion des gens du voyage, il est venu, il s'appelle Willy Graff, peut-être ici à Besançon vous le connaissez, à l'époque il était à Pontarlier, et oui, il était tout jeune, Willy, il était à Pontarlier, je vous le dis. Et Willy, il a été très ému, de voir la situation de ce jeune Livaille. Et il a décidé de faire un article, il a fait une première page d'ici 2 jours après. Et là, on a eu le chanteur Kenji aussi, qui a été très ému du sort du petit garçon. Les choses se sont enchaînées, il y a eu une médiatisation, mais ce qui s'est passé, c'est que la mairie de Pontarlier a attendu que tout ça retombe comme un soufflé au fromage. Et un jour, moi j'appelle Sabrina, la maman du petit garçon, je l'appelle, et je lui dis, Sabrina, qu'est-ce qui a changé depuis que
depuis qu'on a fait tout ce qu'on a fait. Et là, elle me dit au téléphone, Sabrina, alors je vais vous dire, c'est des parents formidables parce que moi j'ai été touché dans ma vie de les avoir rencontrés. C'est des gens, ils sont croyants, ils sont très croyants, croient en Dieu. C'est ça qui les a fait tenir d'ailleurs. Et s'ils n'ont jamais craqué, si le père n'est jamais allé dans l'alcool ni rien, parce que ils ont toujours eu une foi, ces gens. Et elle me dit, cette pauvre maman, Rémi, c'est encore pire qu'avant. Ils veulent nous doubler le loyer et ils nous ont dit texto qu'ils allaient tout faire pour qu'on parte maintenant. Qu'ils pensaient que c'était retombé comme un fromage. J'ai raccroché le téléphone. J'avais une rage en moi, mais une rage, je ne peux pas vous la décrire. Tout de suite, j'ai écrit une lettre d'indignation à monsieur le maire de Pontarlier. Où c'est que cette lettre, c'était un peu un j'accuse à ma manière, mais je lui ai dit, le sort de l'enfant, ce qu'il vit, tout ce qu'il vit, c'est lui le responsable. Et j'expliquais à la fin. Et cette lettre, c'est vrai que cette lettre, j'ai un peu exagéré, je l'ai envoyée, j'ai fait la copie à tous les ministres, je l'ai envoyée partout. Et elle a été aussi diffusée sur l'Est républicain et sur Factuel Info. Donc il faut savoir que suite à ça, 2 jours après, le maire en personne m'appelait et me disait qu'il veut me recevoir dans son bureau. Je suis arrivé dans le bureau de Patrick Jean à Pontarlier, il a commencé à me dire « Oui, vous me faites le reproche de ceci, vous me faites le reproche de cela ». Je laissais me dire tout ce qu'il avait à me dire. Une fois qu'il avait bien déballé son sac, j'ai vu qu'il avait besoin de... En fait, il avait besoin d'évacuer ça, son problème. Et puis il me dit, il est bien à Villeneuve-d'Amont l'enfant, parce que Villeneuve-d'Amont c'était le centre où c'est que l'enfant était soigné. Je lui dis oui, il est très bien. Et je voyais qu'il s'était calmé, je voyais qu'il allait mieux. Puis il fait, bon ben, on va faire quelque chose, Je suis sorti du bureau, le jour même, la famille a obtenu une maison à Pontarlier. Après tout ça, ce fut... Maintenant le petit Levi, il a 21 ans. Alors il est toujours paraplégique, il parle toujours pas, mais il a bien toute sa tête, il est là, il est... Voilà, et ses parents ils vont bien, toute la famille va bien. Ce que je voudrais dire ensuite, c'est les luttes, je les ai continuées après tout ça. Je ne peux pas vous expliquer à quel point on a lutté. Mais finalement, je ne regretterai jamais tout ce que j'ai fait parce que quand même, on a avancé. Par exemple, Besançon. Vous voyez, là, à l'heure actuelle, c'est Madame Vigneault qui est maire de Besançon. Et ça change quand même d'avoir une mairie qui écoute. Quand c'était M. Fousseret, je n'ai jamais été autant bloqué, puis embêté, puis je voyais des enfants qui avaient froid sur la Malcombe, en plein hiver, je voyais des choses du Moyen-Âge. Et avec Madame Vigneault, les choses se sont faites. On avait des femmes dans la précarité, qui ne pouvaient plus vivre en caravane, qui ne pouvaient plus faire ce mode de vie. Et on parlait tout le temps de ces caravanes qui se mettent à droite, à gauche autour de Besançon. Mais c'était des femmes seules dans la précarité, avec des enfants. Et bien, grâce à l'association Juliane Javel, on a réussi aussi à sortir ces femmes de la galère. Elles ont des appartements maintenant, elles sont mieux. Non, les choses ont avancé, il y a les terrains familiaux qui se font. Voilà. Je voudrais, avant de finir, je ne sais pas combien de temps il me reste, tout fait. Ok. Je voudrais, avant de finir, vous parler de quelque chose. C'est pas très connu, mais vous savez, en Franche-Comté, on a eu 2 camps d'internement qu'on peut considérer comme des camps de concentration. C'était les gens du voyage qui étaient dedans. C'est pas très connu, je sais. Le premier camp d'internement, c'était en fait en 1941. Ils ont ordonné le regroupement de tous les nomades en France dans des camps d'internement. Ça, c'est les Français, hein, on ne parle pas des nazis ni de rien. Et en Franche-Comté, pour ne pas que ça se voie, alors on parle des tziganes de la Haute-Saône, de l'Ain, de l'Alsace, du Jura, du Doubs,
en fait de toutes les régions aux alentours. Ils les ont mis au milieu de la forêt de chaux. Ils les ont mis au milieu des bois, à un lieu dit qui s'appelle La Châtelaine, pas très loin des Trepigniers. Alors ces personnes, hein, ils étaient gardés par des douaniers. Voilà. Et ils crevaient de faim. On leur a dit, rendez-vous à cet endroit-là. Ils y sont allés avec leurs enfants, leurs familles, leurs roulottes. Et il s'est avéré qu'on les nourrissait presque pas. Donc forcément, quand tu crèves de faim et que tu vois tes enfants qui crèvent de faim, bah tu te sauves et tu essayes d'aller chercher à manger à tes enfants. On sait ce qui s'est passé. Donc les gens commencent à se sauver. Donc ils se sont dit, la Châtelaine en forêt de chaux, il va falloir trouver une autre solution. Et la solution, ils l'avaient à quelques kilomètres de là, c'est la saline royale d'Arquesnan. Ça, c'est un livre d'Alain Gagneux. Il a écrit un livre, un super livre. Ça s'appelle « Chronique des jours immobiles, les nomades internés à Arquesnan, à la saline royale », de 41 à 43. Alors, ils les ont mis à la saline royale d'Arquesnan. Il faut savoir que cette belle saline royale d'Arquesnan, elle a été construite comme une prison. Et d'ailleurs, les prisons américaines se sont inspirées, pour de vrai, de la saline royale d'Arquesnan, avec son fameux œilleton central au-dessus, qui fait un peu, tu regardes le pénitencier, tu peux à chaque endroit savoir où est tout le monde. Et quand d'extérieur, la saline royale, les murs, ils font à peine 2 mètres, et quand tu es dedans, ils font 8 mètres d'intérieur. Bon, à cette époque-là, il y avait quand même quelques murs qui étaient un peu éboulis, donc il y avait de temps en temps des nomades qui essaient de se sauver, toujours pour essayer de nourrir leurs enfants. Alors à l'intérieur, c'était beaucoup d'enfants. Et il y avait la maladie, il y avait la gale. Ils étaient dans des conditions, mais je pense que c'est... les conditions, je vous explique. Hein, imaginez garder les mêmes vêtements pendant des mois. Donc forcément, vous chopez des maladies. Donc ils avaient pratiquement tous la gale. Et à la fête commandanture de Besançon, il s'est passé quelque chose parce que l'hôpital Saint-Jacques était envahi sans cesse par ces tziganes qui venaient pour des maladies, tout ça. Et ils commençaient à en avoir marre. Hein. On les avait mis dans des camps, ils nous font chier toujours. Et je vais vous donner un exemple. Il y a une petite fille de la famille Winterstein qui est tombée très malade, qui avait une forte fièvre, à Arquesnan, à la Saline. Une infirmière, une brave infirmière qui était dévouée, qui les soignait à l'intérieur, a essayé de contacter le docteur vers Arquesnan pour qu'il vienne les soigner. Ce docteur, énervé qu'elle l'appelle pour ça, lui a dit au téléphone, vous avez qu'à lui faire un cataplasme de M, de merde. Et la petite fille, elle est morte dans la nuit. Et c'est grâce à cette petite infirmière, ce que je vous raconte là, c'est aux archives départementales du Doubs, parce que cette petite infirmière, qui n'était pas gitane, hein, elle a tout noté dans un rapport, parce qu'elle a été dégoûtée de ça. Et ça fait partie des archives officielles, c'est pour ça qu'on le sait. Donc il y a tout ce qu'on ne sait pas, bien entendu. Et dans ces fameuses archives départementales, il y a une drôle de demande des douaniers qui gardaient les gens du voyage, il y a une demande de fusils mitrailleurs. Bon, heureusement, ils ne les ont jamais eus. Heureusement, ils ne les ont jamais eus, leurs fusils mitrailleurs. Mais on se demande bien ce qu'ils voulaient en faire pour garder des citoyens français, finalement. Et la Saline, elle a été fermée en 1943 à cause des maladies. Ils ont décidé de déporter tout ce beau monde à Jargeau, dans le Loiret. C'était un immense camp d'internement. Et il n'y avait pas que des tziganes à Jargeau, il y avait aussi la communauté juive. Il y avait énormément de juifs à Jargeau et de résistants et tout. Et à Jargeau, c'était surtout un camp de déportation pour l'Est. Voilà. Et je vais terminer en vous lisant quelque chose par rapport à Arquesnan. Le titre, ça s'appelle « Enfants tziganes de la forêt de chaux à la saline royale d'Arquesnan, 24 juin 1941 ». Plusieurs dizaines de tziganes, des manouches, venus d'Alsace, emplissent 5 ans de rassemblement dans une clairière de la forêt de chaux. Quelques hommes et une majorité de femmes et d'enfants, avec presque rien pour bagage. Ils sont accompagnés par des gendarmes. Ces familles sont entassées dans une baraque à côté des 2 maisons forestières.
où sont installés 5 douaniers chargés de les surveiller. Leur ravitaillement est difficile et les tziganes n'ont pas de ticket d'alimentation. Le lait manque pour les enfants et l'eau des puits est polluée. 1er septembre 1941, l'administration transfère le camp des nomades dans la Saline, complètement délabré d'Arquesnan. Pas de douche, pas de WC. 15 mai 1942, le camp de rassemblement devient un camp d'internement pour tziganes. Voilà 10 mois que les enfants sont parqués. C'est en mémoire d'eux que j'ai écrit ce texte. Le soir, la nuit, le soir, les enfants se couchent sur leur paillasse, mais le sommeil ne veut pas venir. Le sommeil ne s'approche d'aucun d'eux. Les mères serrent les nourrissons contre elles. Les vieillards font semblant de dormir en ronflant. Les vieilles femmes toussent. Les yeux sont si ronds, si grands, si noirs. Des enfants sont braqués sur des forêts immenses, des champs d'infini. Ils ont marché à travers le monde. Ils ont traversé le monde. Ils ont parcouru sur des routes sans fin. Pourquoi ? Le temps s'écoule. Et les nuits s'ajoutent aux nuits. Les enfants se tournent et se retournent sur leurs paillasses, ferment leurs yeux, si ronds, si grands, si noirs, et ils essaient de ne plus songer à rien. Tout est inutile. Une seule pensée les poursuit. Nous allons mourir. C'est pour cela... attendez, excusez-moi. C'est pour cela qu'on nous a fait venir ici, pour mourir. Ils ne veulent pas dormir. Dans un sommeil, ils ne se réveilleraient jamais. Dans la vie, les enfants de tziganes sont habitués à toujours se réjouir, à chanter, à danser, des danses sautillantes qui chassent la tristesse. Le soir, autour d'un feu, ils laissent la chaleur des flammes pénétrer leur corps. Mais là, dans ce camp d'internement de la Saline royale d'Arquesnan, leurs yeux sont si ronds, si grands, si noirs, et ne peuvent retenir leurs larmes. Où sont les roulottes? Où sont les chevaux et les chiens? Où sont les violons, les flûtes et les luttes? Les gestes n'ont plus rien d'humain. Sans musique, les enfants sont tristes. Les enfants percevaient la protestation de leurs entrailles. C'est comme s'ils avaient des souris dans le ventre. Les enfants trépignaient. Pourquoi les obligeait-on à rester dans ce camp d'internement? Ils ont attrapé la gale, vivent avec les puces, la vermine. Pourquoi nous a-t-on mis au monde? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi? Personne ne leur répondait. Ni les hommes, ni la terre, ni le ciel, ni même les nuages, rien ni personne. Les enfants ouvraient leurs yeux si ronds, si grands, si noirs. Il n'existe plus rien sur cette terre. Plus d'enfants heureux. Plus d'enfants tziganes heureux. Ma mère, pourquoi m'as-tu mis au monde? La mère, la pauvre maman, ne répondait pas. Non point qu'elle ne voulait pas répondre, non, la mère ne répondait pas parce qu'elle ne savait que répondre à une question aussi simple. Avant, le monde entier leur appartenait. Ils allaient où bon leur semble. Ils s'arrêtaient là où ils voulaient. Et ils partaient plus loin, toujours plus loin. Vers où? Vers n'importe où. Les enfants ouvraient leurs yeux si ronds, si grands, si noirs. Aujourd'hui, que voient-ils devant eux? Rien, plus rien, sinon un vide infini. Leur vie n'est pas une vraie vie, mais la vie peut-être-elle une vraie vie qui donc pousse le vent à courir et qui leur ordonne de s'arrêter. Manouche, Bohémien, Romanichel, ici dans cette saline d'Arquesnan, ces enfants sont à la recherche des yeux où leurs yeux étaient tout sourire. Mais les jours qui se sont évanouis ne reviennent jamais. Comment vivre maintenant les jours que le sort ou le hasard leur prête? Demande-le aux étoiles, mais elles ne m'ont pas répondu. Alors demande-le au soleil ou à la lune. Elles n'ont pas répondu non plus. Eh bien, demande à la terre, mais elle est restée silencieuse. Alors demande à Dieu. Où puis-je le trouver? Nulle part. Où se trouve nulle part? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'en sais rien. Les tziganes croient en rien. Ils redoutent seulement les représentants de l'autorité, les gendarmes. Et depuis, la guerre. Ils redoutent la guerre. Le 30 juillet 1942, 96 enfants mineurs se trouvent internés ici, dans cette saline d'Arquesnan. 40 enfants sont d'âge scolaire. Tous sont des enfants de tziganes. Leurs yeux si ronds, si grands, si noirs sont devenus tout petits et se cachent au fond de leur crâne
couverts de cheveux épais. Ils ont maigri, ils sont desséchés et leurs hanches sont creusées. Le 11 septembre 1943, ces enfants partiront pour le camp de Jargeau dans le Loiret avec les 168 tziganes parqués dans la saline d'Arquesnan. Comme les enfants sacrés, les enfants de tziganes sont venus de simples objets. Voilà, merci. Excusez-moi. Merci beaucoup pour ces témoignages poignants. Et je vais passer la parole du coup à Richie. Alors, bonsoir Besançon. Une dernière chose. Voici un album de photos des enfants du voyage de Besançon. Et si vous voulez vous le passer, je l'ai déjà fait avec les étudiants. Si vous le passez, je peux faire le remonter juste au-dessus. Voilà. Merci. Bon, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour parler de ce sujet extrêmement important qu'est l'antiziganisme. Très heureux de le faire ici à Besançon et de prendre quelques heures, quelques jours d'exil politique ici, étant désormais interdit de séjour à l'Assemblée nationale suite à une décision de Madame Soutien Inconditionnel. Vous voyez à qui je fais référence. Donc voilà, ça me permet d'être avec vous pour parler d'un sujet éminemment important qui a pour caractéristique majeure d'être dans l'angle mort médiatique, politique et historique, voire même universitaire. Alors on parle ici d'antiziganisme. L'antiziganisme, c'est quoi? C'est un racisme systémique qui touche un ensemble de collectifs de populations divers. Parmi ces collectifs de population, il y a les Roms, les Gitans, les Yéniches, les Manouches, les Sintis et les voyageurs. C'est, disons, les 6 collectifs principaux qui sont victimes de ce racisme qu'est l'antiziganisme. L'antiziganisme a une histoire, notamment sur le continent européen, une histoire extrêmement violente, avec notamment en Roumanie, par exemple, une réduction à l'esclavage jusqu'au XIXe siècle. Avec en Espagne, jusqu'au début du XXe, au bas mot, des mutilations, des emprisonnements pour les gitans qui osaient parler le romanesque, qui osaient utiliser leur langue. Et un exemple encore plus contemporain, celui de la Suisse, où jusque dans les années 1980, les enfants yéniches étaient kidnappés par la fondation Pro Juventud et enlevés à leurs parents de manière extrêmement raciste, discriminatoire. Et donc c'est quelque chose, vous voyez, qui est encore très récent. Mais l'antiziganisme, c'est aussi une spécialité française. En effet, en 1912, il y a eu des persécutions dès l'arrivée des populations dites tziganes. Je précise que c'est un exonyme, c'est un terme qui vient de l'extérieur. Dès leur arrivée en France, à savoir autour du 15e, il y a des persécutions graves. Mais il y a une accélération notable à partir de la fin du 18e, début du 20e, et notamment avec la fameuse loi de 1912 portant sur les populations dites nomades. La loi de 1912, c'est une loi qui vient en quelque sorte créer un statut, fabriquer un statut qui met en place un processus de racialisation pour les personnes ayant un mode de vie itinérant sur le sol français, à savoir plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc c'est vraiment la première fois en 1912 qu'il y a un processus de racialisation à l'encontre des populations dites tziganes qui sont catégorisées par l'administration française à ce moment-là en 1912 à l'Assemblée nationale comme étant des nomades et qui vont avoir l'obligation de circuler sur le territoire national avec un carnet anthropométrique. Le carnet anthropométrique, c'est quoi? C'est un document d'exception qui est uniquement porté par ces populations dites nomades, qui est obligatoire dès l'âge de 13 ans, me semble-t-il, et qui comporte tout un tas d'informations biologiques, etc., les empreintes digitales. Donc, c'est un document extrêmement attentatoire aux droits humains, à la liberté d'aller et venir, d'autant que ce document doit être visé, tamponné à chaque changement de municipalité.
par la maréchaussée. C'est comme ça qu'on appelait les forces dites de l'ordre à l'époque. Et donc, ce carnet anthropométrique, il va perdurer un certain temps en France. Il va être utilisé dès 1914, durant la Première Guerre mondiale, pour interner ces dits nomades. Alors souvent on parle de l'internement, Rémi l'a fait à juste titre durant la Seconde Guerre mondiale, mais on oublie que dès la Première Guerre mondiale, ces populations dites nomades ont été internées par l'État français. Et j'insiste là-dessus parce que ça, déjà que l'antiziganisme est dans l'angle mort, cet épisode-là, tout à fait, cet épisode-là l'est encore plus. Donc, internement durant la Première Guerre mondiale, et ensuite, on reprend de plus belle avec tout un tas de stigmatisations, de mise au banc, et arrive la Seconde Guerre mondiale. Et alors là, il y a une accélération, enfin avant même la Seconde Guerre mondiale, avant même que la France n'entre en guerre, en 1939, le gouvernement de la Troisième République assigne à résidence, en utilisant notamment donc ces carnets anthropométriques, les populations dites nomades. Elles sont assignées à résidence dès 1939 sous prétexte finalement qu'on est dans un contexte de guerre et que ces populations ayant un mode de vie itinérant seraient de potentiels délateurs auprès des forces ennemies. Donc, en 1940, le gouvernement de Vichy passe à l'étape supérieure, mais passe à l'étape supérieure grâce au gouvernement de la Troisième République qui a déjà commencé à assigner à résidence les populations. Donc Vichy en fait prend la continuité, et j'insiste là-dessus parce que souvent on dit c'est Vichy, c'est l'État français, mais non, ça se passe dès le gouvernement de la Troisième République. Vichy continue en 1940 cette fois-ci en internant les populations dans des camps, tant en zone occupée qu'en zone libre, des camps français, des camps 100% français, administrés par l'État français. Et j'aimerais à ce titre vous citer le témoignage de Raymond Gurem, qui est un héros manouche, dont on est très fier chez les jeunes d'origine romanie. Raymond Gurem, il a écrit un bouquin interdit aux nomades, dont je vous conseille la lecture. Au sujet de cet internement, il disait quelque chose de très fort. Il disait ce n'est pas les nazis, c'est bien la police française qui nous a internés. Lui, il avait 14 ou 15 ans, me semble-t-il, en 1940, et il insistait beaucoup, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je porte ce message-là, sur le fait que ce sont les policiers français qui sont venus le chercher, lui et sa famille, et qui l'ont mis dans des camps. Alors que lui, il était issu d'une famille, je disais, de manouches, qui ont fait circuler le cinéma, qui ont permis l'arrivée du cinéma dans les petits villages français. C'est une famille itinérante qui ont permis l'arrivée du cinéma dans les villages. Et j'insiste là-dessus, parce que c'était des populations qui étaient, en quelque sorte, qui participaient à la vie de la société. Et donc, tout à fait. Et donc, il y a eu cet internement qui a duré non pas jusqu'en 1945. C'est-à-dire que la France étant libérée en 1945, on ne s'arrête pas là. Le gouvernement provisoire de la République française, dont étaient membres des communistes, j'insiste sur ce point, a fait le choix de maintenir enfermées les populations dites nomades 1 an après la libération, jusqu'en mai 1946. C'est dire le peu de considération de l'ensemble de la population à l'égard des voyageurs, des Roms, des Gitans, des Sintis et des Yéniches. C'est ceux à qui on peut faire le plus de mal sans que ça ne suscite aucun émoi. Et il y a quelque chose de frappant en la matière, et là aussi j'en reviens au témoignage de Raymond Gurem. Il disait le dimanche, les familles de sédentaires, les gadgets, comme on dit chez nous, c'est-à-dire ceux qui sont extérieurs à nos groupes, à nos collectifs, eh bien, ils venaient autour des camps, non pas pour faire preuve de solidarité et pour nous jeter à manger, mais ils venaient comme si c'était les jeux du cirque. C'était leur petite balade du dimanche. Et ça, c'est important de le comprendre parce que c'est un traumatisme qui est resté après la guerre, et une forme de défiance à l'égard des gadgets. Et donc, je le disais, un internement qui dure jusqu'en 1946 en France. Alors avant de continuer sur les persécutions en France, j'aimerais revenir sur un épisode de persécution à l'échelle européenne, qui est le paroxysme de l'antiziganisme, à savoir le génocide. Le génocide dit
des dits tziganes, je suis un peu mal à l'aise avec ce terme parce qu'encore une fois c'est un terme plutôt de la terminologie scientifique qui nous est extérieure, ce génocide il a fait au bas mot, selon l'état actuel de la recherche, 500 000 victimes sur le continent européen. Ce génocide en romanès, qui est la langue des collectifs romani et voyageurs, on l'appelle le Samudaripen, ça veut dire la mort de tout, littéralement, la mort de tout. Et donc, la France y a participé activement. La France y a participé activement, notamment à travers l'internement, puisque des familles internées en France ont été déportées vers les camps d'extermination nazis, notamment en Pologne. Et il y avait notamment... Pas la majorité. Heureusement que beaucoup de gens, l'Alsace, le Nord, mais la grande majorité, ils sont restés dans les camps de France. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, il y a la plupart des gens qui étaient internés dans les camps français ont été condamnés à une mort lente, des maladies, etc., de la faim, mais il y avait aussi, et c'est important de le dire, des déportations en lien avec les autorités et les responsables français. Et donc, vous avez... Tu m'as perdu dans mon fil conducteur, Émilie. Non, pas de souci. Vous avez ce génocide et vous avez aussi, et ça c'est important, voilà, je voulais en venir à ça, non pas juste une population qui subit des persécutions, mais vous avez une population qui résiste. Il faut savoir que les voyageurs, les collectifs romani, sont les populations s'étant évadées le plus souvent, le plus grand nombre de fois de ces camps. C'est-à-dire que la population qui s'est le plus évadée des camps français ou des camps en règle générale à l'échelle européenne administrés par les nazis, eh bien ce sont les voyageurs, ce sont les Roms, ce sont les Gitans, ce sont les Sinti et les Manouches. Et ça, on en est extrêmement fiers parce que c'est une histoire de résistance. Il y a aussi énormément de voyageurs, c'est peu reconnu, mais qui se sont engagés dans la résistance française, qui ont rejoint les maquis notamment. Et c'est plus le cas de Raymond Gurem. Il y a aussi des soulèvements à proprement parler des voyageurs, des Roms, des Sinti, des Gitans et des Manouches. Et j'aimerais vous citer un exemple qui est le plus fort, c'est celui du 16 mai 1944. Le 16 mai 1944, ce qu'on appelle aujourd'hui la fête de l'insurrection gitane, eh bien, il y a les familles internées dans le camp des familles tziganes à Auschwitz-Birkenau, le Zigeuner Lager, qui s'insurgent. Et il y a des familles françaises, j'insiste là-dessus, qui sont dans ce camp et qui participent à ce soulèvement du 16 mai. Alors pourquoi s'insurgent-elles? Pourquoi se soulèvent-elles? Eh bien parce qu'elles ont appris que les SS voulaient les exterminer et les envoyer au four. Alors que quand elle fait face aux SS qui voulaient les envoyer au four, eh bien elles ont attrapé les pioches, les outils divers, les cailloux qui avaient à leur disposition et elles se sont défendues avec acharnement, avec opiniâtreté, au point que lors de la nuit du 16 mai, ces populations aient réussi à faire reculer les SS qui voulaient les envoyer au four. Et donc, 3 SS sont morts, effectivement. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais si Rémi le dit, je le crois sur parole. Et c'est une sacrée fierté. Et c'est important parce que ça participe à la réappropriation d'un récit, qui n'est non pas juste celui du stigmate, de l'oppression permanente, mais qui est aussi celui de la résistance. Bon, je pourrais maintenant revenir sur la France rapidement. Donc on a ce génocide, on a cet internement qui prend fin, mais c'est pas la fin du malheur et du calvaire pour les gens. C'est-à-dire que la France, ça la foutait mal de continuer à catégoriser ces populations comme nomades, parce que sinon ça renvoyait effectivement à l'internement, au génocide. Et donc la France a décidé de changer le statut administratif et de ne plus appeler, au moment des années 50, 60, plutôt début des années 60, de ne plus appeler ces populations nomades, mais de les appeler gens du voyage. Et notamment à travers la loi Besson de 1969, si je ne dis pas de bêtises Rémi, on change la terminologie officiellement et on appelle ces populations non plus nomades mais gens du voyage, on met fin au carnet anthropométrique et on le remplace par un carnet de circulation qu'on doit faire signer en gendarmerie, au commissariat, non plus obligatoire dès l'âge de 16 ans, vous voyez il y a une petite progression, hein, c'est plus 13 ans mais c'est 16 ans, et qu'on ne doit plus faire signer à chaque déplacement, mais qu'on doit faire signer tous les 15 jours dans un premier temps, puis ensuite tous les 3 mois. Et donc ça va être en vigueur jusqu'en 2012. Et ça va être aboli uniquement grâce aux luttes des voyageurs.
qui ont posé une question prioritaire au Conseil constitutionnel. Alors, c'est les associations qui l'ont fait. Tout à fait. Et peut-être que Rémi pourra vous raconter tout à l'heure, mais ça vient donc des voyageurs eux-mêmes. C'est pas un jour des gadgets gentils qui se sont dit « Oh, les pauvres gitans, on va les aider ». Ensuite, c'est pas la fin du calvaire. Il y a un livret de circulation qui, lui, eh bien, reste obligatoire, qui doit être signé tous les 2 ans. Vous voyez, ça s'allège petit à petit, mais ça reste obligatoire. Ça reste obligatoire jusqu'à quand, selon vous ? Ça reste obligatoire jusqu'en 2017. C'est-à-dire que jusqu'en 2017, certaines populations ayant un mode de vie itinérant en France ne bénéficiaient pas d'une carte d'identité, d'une carte électorale et en quelque sorte subissaient un apartheid juridique en France. Et j'insiste, le mot peut paraître fort, mais c'est le cas, littéralement, c'est ce qui se passait. C'était des gens assignés notamment à l'apolitisme, c'est une notion sur laquelle je reviens dans mon bouquin, Arrachons une vie meilleure. Et donc, c'est important à saisir ces process de stigmatisation institutionnelle, notamment par le biais de la loi, mais j'aimerais, et je vais essayer de faire vite parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire et normalement c'est un module de conférence que je fais en 1h30, mais là je vais essayer de conclure en 5 petites minutes pour vous parler de qu'est-ce que l'antiziganisme aujourd'hui. L'antiziganisme aujourd'hui, c'est un racisme structurel, c'est également un phénomène de ségrégation territoriale qui se décline sous plusieurs formes. Je vais vous commencer par la question de l'école. Aujourd'hui, les voyageurs, les enfants voyageurs, les enfants gitans, yénis, roms, sinti, font partie de ces populations qui sont exclues d'école de la République française. Il y en a environ 100 000 en France, jeunes qui sont exclus d'école parce qu'ils sont en situation de grande précarité, parce que c'est des Roms, parce que c'est des voyageurs, parce que c'est des jeunes mineurs isolés étrangers. Et parmi elles, eh bien, ce sont notamment beaucoup de jeunes voyageurs qui sont mis à la porte de l'école. Alors, il y a 2 explications. Il y a les enfants qui sont itinérants avec leur famille. Et donc là, l'État français ne met aucun dispositif de scolarisation itinérante, alors que ce serait possible, alors qu'il y a la possibilité de mettre en place des camions écoles et que des enseignants seraient volontaires pour faire des cours itinérants à ces enfants-là. Donc non, l'État ne veut pas le faire délibérément. Que fait l'État ? Eh bien, l'État se contente d'envoyer des cartons de cours en disant bah, « Allez, vous nous renvoyez ça dans 3 mois ». Il n'y a aucun accompagnement, donc on condamne à l'échec ces enfants de manière volontaire. Et pour ceux et celles dont les familles ont fait le choix de la sédentarisation, notamment pour que les enfants puissent aller à l'école, parce qu'eux, ils se sont aperçus, les parents, de la difficulté aujourd'hui de vivre dans cette société sans aller à l'école, et moi je vous parle de l'histoire de mes parents notamment, et bien ils ont fait le choix, lorsque j'avais 3 à 4 ans, de se sédentariser pour qu'avec mes frères, on puisse accéder à l'école. Et donc là, qu'est-ce qui se passe pour les enfants sédentarisés ? Il y a 2 choses. Il y a déjà un racisme extrêmement violent, auquel j'ai pu être confronté. La scène la plus violente étant en 4e, où je tombe face à une prof d'histoire, ça a son importance, qui me dit « Vous n'avez pas d'histoire ». Imaginez-vous la violence de ce propos. Donc c'est un harcèlement à l'école raciste, tant des enseignants que des élèves, que des camarades de classe. Et qui parfois est banalisé, hein, mais c'est vous, les gitans, voleurs de poules, ou c'est à l'époque, lorsque j'étais au collège, vous avez sûrement entendu parler du clash des Lopez, un phénomène d'essentialisation totale, récurrent, qui peut paraître drôle sur le ton ironique, mais qui à la fin est extrêmement violent. Et il y a un autre phénomène de stigmatisation systémique et structurelle pour les enfants voyageurs en France, c'est le fait que lorsqu'ils vont à l'école, pour ceux qui sont sédentarisés, on les envoie quasi systématiquement dans des classes ULIS. Alors que ce ne sont pas des enfants qui souffrent d'un handicap spécifique. Mais uniquement comme ils sont perçus comme étant voyageurs, on se débarrasse d'eux en les mettant dans des classes ULIS. Et ça, c'est récurrent. Alors qu'il y a des enfants qui ont des dossiers à la MDPH qui n'ont pas de place, des jeunes gadgets, dans des classes ULIS. Bon, ça c'est pour l'école. Dire aussi que sur le plan universitaire, il n'y a quasiment aucun voyageur. Je veux dire, aujourd'hui, les voyageurs qui arrivent à accéder à l'université, nada, que nini. Sur la police maintenant. Sur la police, il y a 2 choses. Première chose, c'est que ces populations-là, les populations dites gens du voyage, sont les dernières populations à subir un fichage ethnique en France. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que le fichage ethnique est interdit, mais les voyageurs subissent encore un fichage ethnique en France.
mes parents le subissent, les gens de ma famille le subissent. Et j'invite tout journaliste courageux à travailler sur ce sujet et à le mettre en valeur. Je sais que c'est pas facile et que c'est plus facile d'avoir des informations policières quand on travaille pour Europe 1 que quand on est un journaliste engagé, mais il faut faire ce boulot-là, c'est extrêmement important. Ensuite, sur la police et le racisme systémique à l'antiziganisme institutionnel chez la police, il y a la question des crimes policiers. Il s'avère que proportionnellement, les voyageurs sont la population qui subit le plus de crimes policiers. Et pourtant, vous n'en entendez pas parler. Il y a des exemples, il y a celui d'Angelo Garon. Angelo Garon, on a beaucoup entendu ce nom-là, on l'a beaucoup entendu parce que sa sœur, Aurélie Garon, mène un combat avec beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de rage, beaucoup de force depuis 2017, depuis qu'une unité du GIGN a assassiné son frère. Aurélie, elle mène ce combat et en fait, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Depuis qu'ils nous ont fait ça », aux éditions Au bout de la ville, que je vous conseille également. Et elle explique pourquoi il y a autant de crimes policiers chez les voyageurs. Et elle explique par le fait que dès qu'il y a une intervention policière chez les voyageurs, on envoie les unités antiterroristes. Systématiquement. On n'envoie pas les gendarmes du coin, on n'envoie pas les policiers du coin, on envoie des unités spéciales. Ensuite, il y a le cas d'Henri L'Enfant, sur lequel je ne vais pas revenir, mais il y a le cas plus récemment de Mikey Loretch. Mikey Loretch, cet été, à Toulouse, un jeune d'une vingtaine d'années, 27 ans si je ne dis pas de bêtises, avec qui Rémi a des liens de parenté, et bien ce jeune-là, il est exécuté de plusieurs balles, notamment dans la tête, par un gendarme à Toulouse, alors qu'il se trouve dans son véhicule avec sa femme et un bébé de quelques mois. Donc ça, c'est la question des crimes policiers. Bon, je peux rentrer dans le détail. Maintenant que j'ai fait l'école de la police, je vais vous parler de la justice. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice? Eh bien, là, je vais vous prendre le témoignage de Hanina Cucciu, qui est une camarade, une amie, avocate, roumaine, qui a écrit un bouquin « Je suis tzigane et je le reste », et qui explique les discussions qu'elle a eues avec des magistrats, notamment lorsqu'elle faisait ses stages dans les institutions européennes. Et elle raconte ce que lui ont raconté des magistrats français en lui disant qu'à chaque fois qu'il y avait des jugements pour des voyageurs, eh bien les magistrats condamnaient systématiquement à du ferme. Parce que selon eux, condamner un voyageur à du sursis, eh bien pour eux, c'est pas pris comme une peine de prison. Et donc ça explique la surreprésentation dans le milieu carcéral des voyageurs. C'est pas qu'ils sont plus délinquants que les autres, c'est qu'il y a un traitement de la justice profondément raciste. Bon, vous voyez, je pourrais vous prendre tous les exemples. Je vais terminer juste sur quelque chose qui est la question de l'itinérance. En France, aujourd'hui, concernant les populations dites des gens du voyage, l'État français fait deux choses. D'une part, il veut pousser les populations à la sédentarisation. Il veut sédentariser les populations, donc il veut que les populations abandonnent leur mode de vie, ce qui est problématique, ce qui est grave. Et en parallèle, et c'est là le paradoxe, il condamne les voyageurs à l'errance. Le voyage, c'est un choix. L'errance, c'est une condamnation, c'est quelque chose de subi. C'est-à-dire d'errer de parking en parking tous les 15 jours. Vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des familles qui cherchent à s'installer, à acheter des terrains, etc. On les expulse en permanence et donc on les fait errer. Alors que l'État mène une politique de sédentarisation. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, ça vient juste à emmerder le monde. Il y a, pour vous parler de cette question du voyage, parce qu'il faut décidément que je termine, je vous invite à lire un autre bouquin qui s'appelle « Où sont les gens du voyage » de William Hacker, qui est un voyageur, un juriste, qui a fait ses travaux qui sont assez brillants et qui explique notamment un phénomène systémique qui est le phénomène de racisme environnemental subi par les voyageurs. Les voyageurs sont en France une des populations qui subit de la manière la plus violente le racisme environnemental. Le racisme environnemental, c'est quoi? C'est le fait de parquer des populations à côté des sites les plus pollués et les sites les plus polluants. Et je vais vous donner un exemple flagrant, c'est celui vous avez tous entendu parler en 2019 de l'incendie de Lubrizol à Rouen. Eh bien, figurez-vous que le premier lieu de vie à côté de Lubrizol, eh bien, c'est une aire dite d'accueil pour les gens du voyage. Et qu'ont fait les forces de l'État? Les forces de l'État ont mis tous les moyens à disposition pour évacuer les populations environnantes de Lubrizol, parce que le danger était grave. Par contre, les voyageurs ont été séquestrés. Alors non pas de manière directe, de manière plus subtile, et si je peux le dire pernicieuse du moins, enfin non, la subtilité c'est pas leur affaire, mais de manière plus pernicieuse. C'est-à-dire que lorsque les familles ont voulu quitter le terrain avec leur caravane,
alors que c'est leur habitat, leur lieu de vie, on les en empêchait. On leur disait, vous pouvez quitter avec votre voiture, mais pas avec votre caravane. Mais pour aller où ? Et donc, on les a séquestrés en quelque sorte, et on les a condamnés à inhaler pendant plusieurs jours des fumées extrêmement polluées, lourdes et dangereuses pour la vie et pour la santé. Et donc, il y a ce phénomène de racisme environnemental, mais plus globalement, il faut en finir avec cette politique dite de l'accueil. Parce que les voyageurs n'ont pas à être accueillis où que ce soit. Les voyageurs, ce sont des citoyens français présents sur le territoire depuis au bas mot le XVe siècle pour la plupart d'entre eux. Et les gens ne demandent pas l'aumône. Ils demandent juste à être traités comme les autres citoyens. Ils demandent juste l'égalité des droits, la fin de cet apartheid, la fin de cette ségrégation territoriale, la fin de ce racisme environnementale, notamment cette ségrégation, de cet état racial et social et d'injustice sociale subi. C'est très simple. En réalité, il faut les aires d'accueil, pour vous expliquer pourquoi on veut y mettre fin, ce sont déjà des aires que chez nous on appelle des aires inaccueillantes. Voilà, où parfois il y a des barbelés, c'est à côté d'usines. Les voyageurs, ils disent souvent, si vous cherchez une aire d'accueil, c'est pas indiqué ni sur Maps, ni par des panneaux, vous cherchez la déchetterie, vous allez trouver. C'est dire le traitement. Et donc, en réalité, il faut détruire ces lieux-là. Ces lieux-là, en fait, c'est des lieux qui s'inscrivent dans la continuité des camps d'internement. C'est des lieux qui, pour nombre d'entre eux, ont été construits à la place des anciens camps. C'est dire la violence. Parfois, les familles ont été internées, on leur a fait traverser la rue, non pas pour trouver un boulot, mais pour les faire habiter dans des aires d'accueil, dans la continuité des camps, dans la continuité des camps français. Alors ça peut paraître violent, exagéré, mais non, c'est une réalité. Bon, je m'arrête là parce qu'on pourrait parler pendant des heures sinon. Et maintenant, on va vous annoncer que face à cette persécution pluriséculaire, eh bien aujourd'hui, il y a un combat qui se mène, il y a des avancées concrètes, et me semble-t-il que ça va être l'objet de la suite de la discussion. Avant peut-être de laisser Célia Soudet dire un mot aussi sur ce qu'elle voulait porter sur le plan parlementaire, Rémi, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste dire que pour l'affaire Lubrizol, c'est moi et ma page Facebook qui avait dénoncé cette affaire, et je suis allé à l'Assemblée nationale dans une commission et j'avais fait venir William Hacker, je ne sais pas si tu te rappelles, et on avait dénoncé cette affaire. Ce qui était scandaleux, c'était que la BAC avait empêché les familles du voyage de partir, et moi, c'est des familles du voyage de Lubrizol, de Petit-Quevilly, qui étaient rentrées en contact avec moi via ma page Facebook. Et quand elle m'avait contacté, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas que je les ai pas cru, mais je dis, c'est pas possible, vous pouvez pas. Et elle m'ont envoyé des vidéos, puis des photos, elle me dit, puis là, tu nous crois? Et les gens étaient dans leur caravane, il y avait des explosions à quelques mètres d'eux. C'était incroyable. Et j'ai mis ça sur mes pages Facebook, et en fait, en 2-2, ça a fait, on a eu France 2 qui nous a contactés, parce qu'on venait de dénoncer un scandale d'État. On avait empêché, on voyait à la télé tout le monde qui plaignait, les pauvres gens qui habitaient à 1 kilomètre, on les plaignait tous les jours, oh, ils respirent des fumées. Mais on a laissé les familles du voyage à même pas 50 mètres. La BAC les a interdits de partir, on leur a dit, rentrez dans vos caravanes, restez là. Et moi, sur le coup, j'y ai pas cru. Et après, on l'a dénoncé, il y a eu un article dans Libération de tout ça, de tout ce qu'on a dénoncé. Et suite à ça, ils ont fait une commission. Je suis allé à l'Assemblée nationale à cette commission. Bon, ben, il y avait Clémenceau qui disait, pour enterrer quelque chose et puis faire oublier quelque chose, on crée une commission. On n'a jamais eu de nouvelles de l'affaire Lubrizol. Voilà. Pour terminer vite fait, j'avais un cadeau pour Richie, parce que Richie, je le trouve un petit peu énervé ces temps-ci. Voilà. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Richie, c'est mon gamin. C'est mon gamin. Il avait 14 ans quand il m'a contacté, le petit Richie. Et moi, dans mon village, il y a un festival reggae, tous les ans. Et c'est très peace and love, c'est très love, love, love. Richie, sois plus peace and love. Tiens, un peu de Bob Marley. Bon, je viendrai avec ça à l'Assemblée nationale. Peut-être que ça va convaincre Yael Braun-Pivet de me laisser rentrer à nouveau. Dans l'Assemblée nationale, Donc maintenant, Rémi, tu nous fais l'accueil et la présentation de notre convive.
Ercilia. Ercilia Soudet, députée. Elle va prendre ma place. Donc Ercilia Soudet qui est députée de Seine-et-Marne pour LFI, la France Insoumise, et qui porte donc cette volonté législative de faire reconnaître notamment le génocide Rome pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je lui laisse la parole pour qu'elle expose cette volonté. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc en fait, c'est vrai que j'essaie de m'investir autant que faire se peut sur ce sujet de l'antiséganisme. Et en fait, à la mandature précédente, déjà, j'avais rejoint le fameux groupe d'études dit Gens du voyage, qui existe à l'Assemblée nationale, parce qu'on a un certain nombre de groupes d'études, qui sont en fait des groupes thématiques où on peut se retrouver entre députés de différents bords politiques pour se pencher sur une question. Et après réfléchir à des potentiels travaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on pose souvent cette question, mais quand même, qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené à t'occuper des voyageurs? À tel point même d'ailleurs que, encore cette semaine, j'ai un collègue qui m'a demandé même si j'étais voyageuse. Comme si c'était quelque chose d'étonnant de se soucier de la question des voyageurs. Mais moi, je pense que c'est quelque chose, en fait, absolument logique quand on connaît mon parcours, dans la mesure, en fait, où ce qui a fondé mon engagement, c'est la lutte contre l'extrême droite. Et la lutte antiraciste par ricochet. Lutte contre l'extrême droite, parce que peut-être que vous le savez, peut-être, mais dans mon enfance, j'étais fatiguée à l'événement qui m'a fait prendre conscience de la, des événements, qui était ma première prise de conscience politique, si je puis dire, c'était l'agression de mon père, justement par des militants d'extrême droite. Il était journaliste, en fait, il couvrait en fait, un événement du Front National de l'époque, et il avait été agressé à ce moment-là par des membres du GUD. Et en fait, donc j'ai rejoint ce fameux groupe d'études, comme je vous disais, groupe d'études qui était occupé essentiellement par des gens de droite et d'extrême droite. J'étais un peu la seule personne de gauche dans ce groupe. Ce qui explique peut-être d'ailleurs la question qu'on me pose à chaque fois, pourquoi vous êtes intéressé à cette question des voyageurs. Et j'ai été vraiment frappée par le fonctionnement de ce groupe d'études. J'ai été frappée parce que, en fait, j'avais vraiment le sentiment qu'on partait d'un postulat de départ qui était que les voyageurs étaient des problèmes. Et d'ailleurs, finalement, quand on y songe, c'est dans le titre même du groupe d'études. Groupe d'études sur les gens du voyage. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de faire un groupe d'études sur les Noirs, sur les Arabes, sur les femmes, enfin c'est... voilà. Mais sur les gens du voyage, on a le droit. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en ce début de mandature, j'ai demandé à ce que le groupe d'études soit renommé groupe d'études sur l'antiséganisme, sur le modèle en fait du groupe d'études sur l'antisémitisme par exemple. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit, j'étais coprésidente, donc j'avais une coprésidente qui était macroniste, c'était Madame Lemoine. Et Madame Lemoine, elle voulait absolument qu'on auditionne en priorité les personnes qui subissaient les nuisances des gens du voyage. Donc, elle voulait qu'on auditionne les maires, qu'on auditionne les préfets, etc. Et moi, je lui ai dit, en fait, non. On commence par les principaux concernés, c'est la moindre des choses, donc on commence par les associations de gens du voyage. Et donc, j'ai dû batailler déjà, c'était ma première bataille, pour pouvoir auditionner d'abord les 10 gens du voyage. Et alors, les auditions étaient assez lunaires, puisque, en fait, pendant ces auditions, j'ai entendu un nombre incroyable de paroles racistes qui étaient dites en toute liberté devant donc les principaux concernés. Sans que les gens aient conscience de dire ces propos racistes. Et sans que les principaux concernés aient même finalement presque la force de lutter contre cela. Tellement en fait ils étaient habitués tout simplement à les entendre en permanence. Par exemple, un député macroniste a dit: si vous voulez avoir les mêmes droits que les Français, voilà ce que vous devez faire. Alors j'ai dû l'arrêter, j'ai dû lui dire: Monsieur Da Silva, il y a un problème. Déjà, premièrement, ils sont français.
Deuxièmement, en fait, les droits, il ne s'est pas conditionné à quoi que ce soit, en fait. Les droits, on les a point barre. Et j'ai dû faire plein de rappels comme ça. Alors bon, du coup, les voyageurs qui étaient présents m'ont remercié d'être là. Je me sentais au moins utile pour ça. C'est-à-dire que j'étais au moins utile pour pouvoir rabrouer mes collègues et leur rappeler les valeurs de notre République, quoi. Mais évidemment, j'ai bien vu qu'il était impossible de faire quoi que ce soit avec ce groupe d'études. J'étais là juste uniquement pour faire contrepoids, mais il était impossible de construire quoi que ce soit. Et mais ça m'a permis, à mon sens, quand même, de me nourrir, puisque j'ai quand même rencontré pas mal de personnes intéressantes. Et finalement, c'est ce qui me permet maintenant, dans cette nouvelle mandature, d'aborder le sujet, on va dire, plus sérieusement. Mais ce que je déplore, malgré tout, c'est le fait que la gauche ne se soit pas du tout emparée, malgré tout, de cet outil. Ça veut dire que j'étais vraiment la seule. C'est aussi pour ça qu'on ne risquait pas d'y faire quoi que ce soit. Gauche complètement absente, ça veut dire qu'on avait en théorie des membres de ce groupe, mais je ne les voyais jamais aux réunions. Et à chaque fois que j'ai essayé d'amener certains sujets, il y a eu des actualités sur les voyageurs, etc. Il y a eu des agressions. J'ai essayé d'amener le sujet sur la scène, ce n'était jamais le bon moment, c'était jamais une urgence, c'était jamais intéressant. Donc je pense qu'en fait la responsabilité sur le fait qu'il y ait autant d'antiziganisme dans notre pays, qui est, rappelons-le quand même, donc la forme de racisme la plus invisibilisée, la plus répandue. Je pense que en fait toutes les franges politiques ont leur responsabilité pour des raisons diverses, mais toutes ont leur part de responsabilité. Et c'est pour cela que en fait, le travail à faire est absolument immense, absolument colossal. C'est ça en fait que j'ai même retenu finalement de ces 2 années de groupe de travail, c'est qu'en fait, finalement, on ne sait même pas où donner de la tête. C'est difficile de savoir par où commencer, tellement il y a à faire. On a l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait. Donc j'ai décidé dans cette nouvelle mandature que ce soit un peu une sorte de fil rouge. Donc c'est aussi pour ça, quelque part, que j'ai choisi Richie comme collaborateur, parce que je me suis dit quand même, comme dirait Sémir Millet de La Voix des Roms, je suis la moins inculte des parlementaires sur le sujet, mais je reste tout de même un petit peu inculte. Je le dis avec beaucoup de franchise, parce que je pense véritablement que c'est un sujet en fait vraiment méconnu. Et il ne faut pas avoir honte de l'admettre. Et je pense que si certains l'admettaient davantage, on avancerait peut-être un petit peu. Donc je me suis dit que... Je précise quand même que c'est la première fois qu'avoir son CV, avoir écrit Giton sur son CV, ça aide. Et donc voilà. Et donc de fait, parce qu'il se trouve qu'en fait j'avais rencontré déjà Richie au préalable, et j'avais eu déjà l'occasion de travailler en fait avec lui, de façon plus informelle, mais j'avais déjà été invitée à plusieurs événements par Richie, où j'avais pu rencontrer pas mal de personnes intéressantes. Et puis on s'est rencontrés à différents événements, différentes manifs, etc. Et donc je savais que ce profil était intéressant pour le travail que je voulais mener. Et en fait, par la suite, donc, on a décidé que dès la rentrée parlementaire, on allait faire une conférence de presse avec les premiers concernés pour pouvoir finalement justement ébaucher un peu finalement notre programme pour la mandature, réfléchir ensemble à des pistes de travail. Et donc c'est dans ce cadre-là donc on a reçu plusieurs associations, parmi lesquelles France Liberté Voyage, Lobby l'Au-Delage, Action Grand Passage de David Weiss, etc. Et dans ce cadre-là, on a fait une petite première ébauche et on a évoqué plusieurs pistes, à savoir effectivement la piste mémorielle, à savoir aussi la question la problématique des aires dites d'accueil, mais aussi la question aussi tout simplement de la dénomination même gens du voyage, qui en fait pose de nombreux problèmes. C'est-à-dire que c'est une catégorie administrative, somme toute assez étrange, puisqu'effectivement on y classe beaucoup de personnes en réalité très diverses. Et puis en même temps, c'est cette catégorisation qui pousse déjà de base finalement à l'antiziganisme.
Et donc la question c'est, en fait, faut-il réellement qu'elle perdure cette catégorisation? Et donc on a eu tout un débat là-dessus, c'est un débat qui n'est pas encore complètement tranché, mais voilà, la question est véritablement, à mon avis, très intéressante à se poser, pour savoir justement quoi faire par la suite. Alors après en tout cas, bon, après cette conférence, ce qui nous a semblé quand même le plus primordial, c'était quand même de faire une tournée. Une tournée, encore une fois, auprès des premiers concernés, pour avoir une vision la plus exhaustive possible de la situation. Et donc, dans cette idée, bien sûr, il s'agissait de voir les différents lieux de vie, parce qu'en vérité, il y a une diversité, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, puisqu'on peut aussi bien avoir des emplacements illicites, et dans les ce qui est, on va dire, licite, on peut avoir des aires d'accueil classiques, on peut avoir des aires de grand passage, on peut avoir des terrains familiaux, etc. Enfin, en fait, déjà, en soi, ça impose un certain nombre de diversités. Après, on a aussi différents types de populations. On peut avoir effectivement des voyageurs, on peut avoir des gitans, on peut avoir des roms, etc. C'est aussi bien de montrer cette diversité-là. Pour montrer que finalement, qu'il y a des préjugés on a des stéréotypes, et à côté de ça, on a une diversité en fait extrêmement riche. Et alors dans ce cadre-là, donc on a été un peu partout. Donc on a été notamment dans ma circonscription en Seine-et-Marne, mais on a été aussi dans le Loiret. Là, aujourd'hui, on était du coup à Besançon. Et c'est vrai que j'ai pas vu une seule situation qui était identique. Et certaines situations qui sont vraiment poignantes. Et je pense que tout un chacun en fait aurait à gagner à prendre connaissance de ces situations-là, et finalement du coup à avoir un vrai contact avec les gens en fait. Parce que je pense que personne ne s'imagine du tout en fait des situations, d'ailleurs qu'elles soient positives ou négatives. Je pense que personne n'a une visibilité réelle de la vie que mènent les gens dits du voyage. Et alors parmi ces situations, il y en a une qui était dans ma circonscription, à Longperrier, donc c'est un grand village de ma circonscription. Et donc ça a beau être ma circonscription, je ne connaissais absolument pas ces populations-là et la façon dont elles vivaient. Et j'étais marquée par le fait que déjà, pour accéder à ces populations, c'était très compliqué. Déjà, c'est simple, quand il a fallu aller les rejoindre, David Weiss de l'association Action Grand Passage m'a dit « Ercilia, je vais prendre ta voiture ». Et quand il a pris la voiture, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, le chemin était absolument impraticable. Et donc, en fait, on roulait à 10 à l'heure. Et même comme ça, j'avais peur que ma voiture ne rende l'âme. Parce qu'en fait, il y avait des trous partout. C'était des nids de poules à n'en plus pouvoir. Les habitants avaient essayé de mettre ce qu'ils pouvaient, des graviers, etc. pour que ce soit à peu près praticable. J'ai bien à peu près. Dans la voiture, on pense comme ça, je me suis dit la prochaine fois je prends un 4x4 pour venir, c'est pas possible. Moi j'étais avec ma petite Capicanta, c'était vraiment pas possible. Mais et en fait ce que m'ont dit les voyageurs, c'est que ça a l'air de rien tout ça, mais en fait à cause de ce chemin qui est impraticable, en fait personne ne vient les voir, y compris les médecins et les infirmiers en fait. Ce qui est problématique parce que, en l'occurrence, ils ont certaines populations très fragiles. Et notamment, on a rencontré un couple de personnes âgées qui étaient très malades. Donc, par exemple, le papy avait fait 2 infarctus, il avait fait 2 anévrismes, et en fait, il pouvait plus, en tout état de cause, il pouvait plus prendre le volant, mais en fait, on pouvait pas lui venir le voir finalement. Et sa femme, elle devait régulièrement être vue par une infirmière, sauf que c'était extrêmement compliqué. Et alors, si c'était que ça, mais en plus, il n'avait ni eau, ni électricité. Ni eau, ni électricité, alors même que, et c'était le cas aussi de leurs voisins, alors même que, en fait, tous ces gens-là, ils ont des taxes, ils payent la taxe d'habitation depuis 2010. Donc, on estime que c'est un logement pour leur prendre des impôts, mais par contre, pas pour leur mettre l'électricité et l'eau. Ça pose question. Et alors là, je parle de ces personnes âgées, mais par exemple, pour d'autres familles, ils nous expliquaient la galère que ça représentait, même pour leurs enfants, pour le fait de pouvoir aller à l'école, pouvoir être présentable à l'école, parce qu'en fait, du coup, le chemin est tellement pas entretenu, il n'est pas du tout entretenu par la mairie. Donc du coup, les enfants se retrouvent à devoir aller à pied, avec des bottes, avec les chaussures dans leur sac, pour pouvoir changer de chaussures une fois arrivés à l'école pour avoir l'air présentable, parce que sinon,
ils ont l'air juste de revenir de rando, quoi. Et voilà, ils parlent de ça, mais ça implique aussi quoi? Ça implique qu'ils ne peuvent pas prendre de douche. Enfin, il faut faire chauffer l'eau, etc. Enfin, vous voyez, toutes ces choses auxquelles on ne pense pas forcément. J'ai aussi une autre situation qui m'a choquée. Alors, je me suis pas rendue sur place, mais j'ai discuté hier même, c'est pour vous dire que c'est vraiment intéressant, mais avec une élue d'une autre ville de ma circonscription, de Martin-en-Oued. Et alors, j'ai appris une situation, mais je ne savais même pas que c'était possible. C'est-à-dire qu'en fait, donc on a des gens du voyage qui sont installés, et la municipalité, pour s'assurer d'une certaine tranquillité pour le voisinage, manifestement, en fait, elle ferme à clé le terrain et elle garde la clé. Sauf qu'en pleine nuit, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Bah, il y a une caravane qui a pris feu, avec un enfant dedans. Et alors, je vous dis pas la galère pour sauver l'enfant, parce qu'il pouvait pas sortir, les pompiers pouvaient pas venir, etc. Donc, alors par chance, ils ont réussi à avoir la clé à temps, mais vous voyez, enfin, ce genre de situation absurde, c'est-à-dire que les gens ne sont même pas libres de sortir de chez eux. Et ça, ce serait impensable pour n'importe quelle autre population. Donc, on voit à quel point la situation est dramatique, à quel point la situation est scandaleuse, et en fait, elle est d'autant plus inquiétante que je ne sais pas si vous avez vu, mais aux dernières questions au gouvernement, Retailleau a eu des propos vraiment inquiétants. Alors, ça fait longtemps que les gens du voyage n'étaient pas comment dire, revenus sur la scène, médiatico-politique, en tout cas de façon nationale, je veux dire, parce qu'on a souvent des articles dans la presse locale pour dire qu'il y a des expulsions et tout ça, mais au niveau national, on en parle assez peu. Et là, Retailleau a répondu à une question d'une députée Horizon pour lui dire en fait qu'il avait prévu un grand plan d'offensive contre les gens du voyage. Et oui, et donc en fait, il a notamment cité 3 propositions de loi, une d'un député, 2 de sénateurs. Et alors celle du député, moi je peux vous le dire, du coup, vu que je suis à l'Assemblée, c'est un député de droite qui propose d'interdire les communes de moins de 5000 habitants, qui représentent 96% des communes, aux gens du voyage. Ça veut dire qu'en fait, ils vont aller où? 96% des communes leur seraient interdites. En sachant que déjà, à l'heure actuelle, la situation est tellement insatisfaisante qu'ils sont obligés d'être dans l'illégalité. Ça va forcément créer juste des tensions supplémentaires, en sachant que les tensions, quand je vous dis des tensions, c'est pas juste des conflits, des petits conflits comme ça où on s'invective, c'est des conflits où on se tire dessus, quoi. Je veux dire, et d'ailleurs, on a été saisi tout récemment, aussi par ce sujet, par un courrier assez ubuesque d'un sénateur, en Haute-Savoie, si je dis pas de bêtises, qui disait, alors il s'adressait à Retailleau lui aussi ou plus, donc il s'adresse aussi lui aussi à Retailleau pour dire que il y avait un problème avec les gens du voyage en Haute-Savoie. Le problème, c'est qu'il va falloir faire en sorte de les virer parce que c'est plus possible, on leur tire dessus. Mais le problème, c'est pas les gens du voyage. Le problème, c'est pas qu'il faut les mettre dehors. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'on leur tire dessus. Mais vous voyez en fait dans quelle situation complètement absurde on se situe. Ça veut dire que finalement, l'agression contre les gens du voyage, ça devient un argument pour se débarrasser des gens du voyage. À un moment donné, ça devient vraiment inquiétant. Et avec la fascisation du pouvoir, on peut vraiment craindre que les drames se multiplient. Et ce, dans l'indifférence générale, parce que on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a pu y avoir un mort chez les gens du voyage, ça n'a pas ému grand monde. Alors, pour pouvoir prendre à bras le corps tout ce sujet, on s'est dit en fait que la priorité, c'est déjà de commencer par résoudre le passé pour résoudre le présent. Et c'est en ce sens-là que ça nous semblait important de faire cette proposition de résolution pour reconnaître le génocide tzigane, la responsabilité de la France, et pour avoir une véritable journée mémorielle consacrée à cette question-là, en l'occurrence le 2 août. Parce que
si on ne résout pas le passé, je pense qu'on ne peut pas avancer. Et on a pu voir dans nos échanges avec les voyageurs que le traumatisme du génocide, en fait, il n'est pas passé. Il est toujours prégnant. Et effectivement, il en résulte notamment une peur terrible des autorités. Et c'est vraiment pour cela que c'est le premier texte législatif qu'on veut présenter et qu'on a prévu de présenter, pour être précise, au mois de janvier. Mais bien entendu, après, ce sera suivi d'autres textes qu'on aura pensés avec les premiers concernés, encore une fois, en fonction des priorités qui auraient été dégagées de cette tournée, qui va donner lieu en fait à un rapport parlementaire qui sera présenté à l'Assemblée, justement, dans le cadre d'un colloque, lui aussi en janvier. Voilà, on va faire tout d'un coup, là, hop, pour essayer de faire émerger le sujet. Mais si je devais conclure juste par un mot positif, c'est que moi, dans tout cela, moi, j'ai envie quand même d'exprimer mon admiration, parce que voilà, je vous ai exprimé plein de choses terribles sur la situation des voyageurs, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait, malgré tout ce qu'ils ont pu subir, je ne sais pas par quelle force intérieure ils ont réussi à conserver leur mode de vie, leur fierté. Et en fait, moi, ça me fait penser beaucoup à une citation de Camus, que j'aime beaucoup, dans Les Justes, où Dora dit « Nous voilà condamnés à être plus grands que nous-mêmes. » Merci beaucoup. Oui, on va faire les... du coup, nickel, merci beaucoup. Je reprends pas le micro. S'il y a des gens qui veulent faire des interventions, évoquer des choses. C'est M. Jean-Claude Forestier. Alors, Jean-Claude Forestier, c'est mon ami, et c'est aussi le Père Noël des enfants. Est-ce que tu veux le micro du coup, ou ça ira comme ça? Ancien adjoint-maire de Dalmarie-sur-Crète. Oui, moi j'ai été en charge dans la commune pendant plusieurs années. Enfin, pas mal d'années, d'accueillir les gens du voyage. Excuse, mais c'est comme ça que dans les communes ça se passe. Je pense qu'il faut d'abord se replacer dans un contexte. Dans les communes aujourd'hui, c'est comme ça. On accueille les gens du voyage. Pas toutes les communes. Il y a des communes qui, et pour donner du positif, qui ont le courage, je dis bien le courage, parce que bien souvent ils sont contre leur population, contre même leurs camarades élus de droite ou de gauche, et j'entends bien que les gens de gauche. Alors peut-être parce que moi je suis un petit-fils de circassien, ça me touche particulièrement, mais avec le maire de l'époque, Gérard Galliot, pour ceux qui le connaissent, nous avons toujours considéré que nous devions accueillir les gens du voyage comme des citoyens à part entière de notre nation. C'est-à-dire ce sont des gens qui font partie de la République française, qui sont au même titre que les autres, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits. C'est ce qu'on nous considérions. C'est sûr que ce n'est pas la réalité aujourd'hui, mais nous, on a toujours considéré qu'ils avaient les mêmes droits et qu'on devait les accueillir de la même manière. Donc il faut faire un effort. C'est vrai qu'il faut rentrer, mettre ses bottes et aller sur les terrains, les accueillir, discuter avec eux, trouver les bons consensus quand ils sont dans des domaines qui ne sont pas légaux, parce que ça aussi il faut le dire, il y a des fois, la population défend les infrastructures qui ont été faites par la commune, parce que c'est eux qui payent les impôts. Donc on doit aussi se battre là-dessus, sur des idées reçues. Sur le fait que, par exemple, tous les gens du voyage qui ont été sur notre commune ont payé le traitement de leurs déchets. À tel point qu'on leur mettait donc des bennes pour qu'ils puissent traiter leurs déchets, qu'ils ne vivent pas dans leurs déchets. Ça profitait bien à la population parce que c'était les premiers d'ailleurs à les déposer dans la benne. Alors nous, on allait les voir et on leur disait « Mais attendez, là vous êtes en train de profiter de l'argent des gens du voyage. » C'est quand même un paradoxe, là. Vous qui dites que... Vous voyez, donc il y a des choses quand même positives. Alors, c'est pas facile. Nous, on avait un petit terrain, un petit espace foncier de la commune,
où il y avait possibilité d'accueillir une famille. Ça a commencé comme ça. C'était une famille. Tous les ans, les Ferrets, pour ceux qui les connaissent, ils venaient, souvent avec effectivement des gens malades, donc ils se rapprochaient en fait du CHU de Besançon pour venir soigner ou le grand-père ou la grand-mère ou les enfants. Et ça a commencé comme ça. Et puis un jour, on a eu des pasteurs qui sont venus avec plusieurs caravanes. Et là, ça a été le scandale le plus grand. Et imaginez 20, 25, 30 caravanes qui arrivent et ils se mettent sur le terrain de foot. Au mois d'août, il n'y a pas de match. Il faut aussi savoir faire ça. Il faut aussi savoir discuter, s'affronter avec la population. Hein. Moi, j'ai pas eu le fusil devant moi, mais pas loin. Parce que on faisait quelque chose de pas bien, alors que simplement donner la possibilité à des gens de passer 15 jours dans des conditions acceptables, avec de l'eau et de l'électricité, et avec la possibilité de ne pas vivre dans leurs déchets. C'est quand même pas compliqué. Donc ça, c'est des choses, mais seulement il faut oser. Aujourd'hui, je vais vous dire, la situation elle est complètement retournée. Je le dis, s'il y a des gens qui veulent aller répéter à la commune, j'irai moi-même avec eux. On a complètement fermé ce terrain. C'est-à-dire qu'on y a mis des pierres, on a creusé un fossé, comme si ce terrain était devenu insalubre, alors qu'il ne l'a jamais été. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilités. Et aujourd'hui, bien évidemment, les gens du voyage, je m'excuse, mais on les nomme comme ça, eh bien, ils ne viennent plus sur notre commune. Alors heureusement, je vais sur la Malcombe et je vais faire le Père Noël. Et si vous saviez le bonheur que c'est de faire le Père Noël pour les gens du voyage, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ceci dit, je rappelle quand même qu'il y a dans les gens qui dirigent la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la grande métropole de Besançon, il y a quand même des gens qui sont adhérents, militants à la Ligue des droits de l'homme, et qui pour autant traitent les gens du voyage d'une manière pas très acceptable. Je le dis parce que moi je suis juste adhérent avec mon épouse à la Ligue des droits de l'homme. Alors, je suis un homme de gauche, hein, voilà. Pour vous expliquer ma vie, ce serait trop long, mais enfin pour vous dire simplement, c'est qu'il y a des gens qui devraient pousser au système, à améliorer la situation et qui ne le font pas. Et ça, pour nous, c'est quand même quelque chose de déplorable parce qu'on sent bien que... vous savez, je vais donner un titre d'exemple. Un jour, on a accueilli 25 caravanes. Alors, on a demandé pourquoi ils étaient là. Hein. On a demandé pourquoi, et ils nous ont expliqué. Et nous, on voit bien, enfin, moi, je regarde la condition des aires de grand passage. Je vois bien comment ça se passe. Je vois bien l'air quand je passe à Dole. Je vois bien comment c'est sur des bitumes, enfin c'est pas acceptable pour y vivre. Et j'ai eu la pression quand même des maires de la communauté, puisque je faisais partie de la commission Habitat, qui gère donc aussi l'accueil des gens du voyage. On a eu la pression de cette commission Habitat pour faire un référé d'expulsion et c'est terrible, quoi, parce que vous êtes tout seul là, dans cette commission, et je pense à vous quand vous dites que des fois c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, parce qu'il faut défendre le beefsteak, quoi. Hein. Il faut dire pourquoi on les accueille, pourquoi on considère que c'est d'abord des citoyens français. Et la deuxième anecdote, et j'en finirai là parce que je parle beaucoup, on recense quand même les gens du voyage. J'ai été coordinateur du recensement pour ma commune et il se trouvait que sur une friche industrielle, malheureusement parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour les accueillir à ce moment-là, il y avait donc plusieurs familles qui étaient venues passer l'hiver et qui nous avaient dit en février on sera parti, on a trouvé une autre solution. Ils arrivent aussi à trouver des solutions. Et j'ai emmené l'agent qui devait faire le recensement, c'était une petite dame toute timide, elle ne voulait pas y aller. Je lui ai dit, allez, venez, vous allez voir, c'est formidable, vous allez voir, ils sont gentils comme tout. Il fallait bien que je noie un peu le poisson. Et on est allé, moi je connaissais bien les familles, et puis Rémi connaît bien aussi cette affaire-là. Et je suis allé voir le pasteur, et j'ai dit, écoute, voilà, vous allez être recensés parce que vous êtes sur la commune, parce qu'on ne recense les gens du voyage que lorsqu'ils sont sur la commune au moment du recensement. Hein.
et le premier jour. Donc ça veut dire que des gens ne les considèrent pas, ils sont recensés sur à part. Hein. Bon. Et cette dame, elle a un souvenir mémorable. Elle était invitée à boire le café. Elle ne sortait plus du terrain où ils étaient. Elle a un souvenir mémorable de ça parce qu'elle a compris. Et maintenant, quand on lui parle, elle me dit, vous savez, c'est des gens comme les autres. Hein. Mais parce qu'elle a été vraiment accueillie dans les familles, voilà, comme tout à chacun pour être... Voilà, je voulais simplement dire ça. C'est qu'il faut oser. Et j'insiste pour que s'il y a des gens qui sont dans des communes, et s'il y a des... Allez les voir, discuter avec eux, partager avec eux, c'est des gens comme les autres, ils ne sont pas différents d'eux. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je profite que Rémi est là, le Père Noël sera encore présent cette année. Oui, parce que c'est notre Père Noël, ça fait 10 ans qu'il fait une campagne pour les enfants du voyage. Juste pour aller rapidement sur un truc, merci Jean. Merci pour le témoignage. Et vous disiez qu'il y avait des gens membres de la Ligue des droits de l'homme qui avaient un comportement inapproprié auprès des voyageurs. Ben, figurez-vous que ça a tout son sens et c'est assez logique, paradoxalement, dans la mesure où un des hommes qui a participé à motiver la loi de 1912 sur le carnet anthropométrique, sur le fichage anthropométrique, eh bien c'est un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme. Donc quand on a ça à l'esprit, ça explique un peu plus les choses justes. Et deux autres petites réactions sur la question de... Vous allez voir de plus en plus dans les petites communes, effectivement, vous avez fait de le dire, et dans les petits villages, dans les petites villes, de plus en plus de pierres, une politique d'empierrement et de ruisseaux, de fossés. Eh bien c'est dû aux voyageurs et c'est pour stigmatiser une population à proprement parler. Encore une chose sur la question de l'accueil, etc. Sur la question du traitement spécifique. Je trouve qu'on devrait plutôt s'intéresser à l'itinérance et aux habitats légers sans racialiser une population comme on le fait avec les voyageurs. Parce que par exemple, il n'y a pas de politique de racialisation, de catégorisation administratives qui sont faits pour les camping-caristes. Il y a de plus en plus de retraités qui deviennent camping-caristes. Ils subissent pas un traitement spécifique. Et donc c'est la preuve que quand on veut permettre à des gens d'être itinérants sans leur mettre des bâtons dans les roues, c'est possible. Vous faites bien de parler des camping-cars. Je vais vous dire aussi une petite anecdote. Après j'arrête. J'ai mon ami Rémi, il m'a un jour fait un cadeau, un petit cadeau, un petit igloo que j'ai mis sur le tableau de bord de mon camping-car. Vous savez que quand j'arrive dans un aire de camping-car, vous savez qu'on me regarde. Donc vous voyez un petit peu, il ne faut pas grand-chose pour être déjà stigmatisé. Voilà, c'est tout. On va prendre encore une ou deux interventions du coup. Je sais qu'il y avait une collègue des soulèvements de la terre, oui. Juste rapidement, en fait, il faut savoir qu'il y a à une quinzaine de kilomètres d'ici, sur la commune de Marchaux, il y a une zone d'activité économique qui est en train d'être construite, qui va être prochainement construite, de 37 hectares, ce qui équivaut à 46 terrains de football complètement. Et donc, dans les arguments habituels, donc en gros, ce sont des terres agricoles qui seront artificialisées pour devenir donc des infrastructures, par exemple. Pour on ne sait quel projet complètement absurde. Et donc, les arguments habituels, création d'emplois, attractivité du territoire, c'est un projet qui existe depuis 25 ans qu'on a dans la tête, donc évidemment, il faut qu'on le fasse absolument. Et le quatrième, c'est là qu'il y a un aspect complètement discriminatoire et raciste, c'est que le maire, en fait, il y a une aire de voyage qui est sur cette zone. Oui, exactement. Et donc du coup, le maire de Marchaux met en avant l'argument suivant qui est que ça disparaîtra et donc que ça éloignera les populations qui sont installées. Donc en gros, nous, il y a un collectif sur place qui est en train de lutter contre cette ZAE et d'autres collectifs aussi dont on fait partie qui vont se joindre pour mener cette action et voilà, pour aussi défendre ces terres et aussi lutter contre ces projets en fait d'artificialisation. Mais là concrètement, les arguments en fait complètement racistes, en fait, on lutte contre ça nous évidemment et voilà, on se battra pour défendre ces terres-là, quoi. Alors, je vais vous répondre. Je connais bien la commune de Marchaux. J'ai déjà eu affaire là-bas.
au maire par exemple. Je suis intervenu quand ils ont construit cette fameuse aire de grand passage, mais de substitution, parce qu'elle est en attendant la vraie qu'ils doivent construire vers Schmodin. On l'attend toujours. Qui avance pas. On nous la promet, mais elle n'arrive pas. Et en fait, quand ils ont réussi enfin à trouver ces champs à côté de l'autoroute pour l'été comme aire de grand passage, je m'y suis rendu la première fois. Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir un tank à vache pour donner de l'eau aux personnes. Moi, j'ai vu ça, il faisait super chaud, je suis allé le toucher, il était bouillant, le tank à vache. Vous y aurez sorti une tasse, vous aurez mis du thé, vous auriez pu vous faire une tisane. Donc j'ai dénoncé ça, j'ai dit mais c'est quelque chose qui... On n'est pas du bétail, on n'est pas des animaux, on ne boit pas de l'eau de tank à vache. On veut de l'eau normale qui sort de quelque part, mais pas d'un tank à vache. Voilà, je ne suis pas étonné de ce que vous me dites. Voilà. On va prendre une dernière intervention peut-être. Oui. Bonsoir à tous et toutes. Dans le coin, il faut se rappeler aussi la marche silencieuse qui avait été organisée en 2015 par le maire de Thies. Et on avait un certain nombre d'élus qui avaient défilé derrière une banderole où il était écrit, je viens de la retrouver, là la banderole c'est invasion des gens du voyage, 2 points, ça suffit. Et on avait un certain nombre d'élus qui s'étaient mis à défiler, donc ils avaient organisé une marche silencieuse dans les rues de Thies. Et donc des élus qui défilaient derrière cette banderole sans même avoir lu. Dont des élus de gauche. D'où l'adjointe des élus. Qui n'avaient même pas lu ce qu'il y avait sur cette banderole. Et moi, je fais le lien aujourd'hui avec un ouvrage qui traite justement de la montée du racisme en France et qui essaie d'expliquer le vote d'extrême droite en France, qui est le bouquin de Félicien Faury, qui s'appelle « Des électeurs ordinaires », et en fait qui est une étude sociologique sur pourquoi des gens qui habitent dans la région PACA votent de plus en plus pour l'extrême droite. Et il explique en fait que, parmi les raisons, parce qu'il y a un autre bouquin qui est fait, qui parle plutôt, c'est Benoît Coquart, plutôt de la région Grand Est, et on ne retrouve pas forcément les mêmes raisons, mais c'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est des analyses sociologiques. Et en PACA, en fait, il met en évidence cette espèce en fait de volonté de garder son précaré propriétaire, et cette peur en fait de voir des personnes qu'on ne connaît pas, dont on estime qu'on ne partage pas la culture, et en fait cette peur en fait de voir ces gens venir et dans leur village fait qu'on a des personnes qui votent Rassemblement National et qui votent, qui deviennent racistes parce qu'ils entendent, par le besoin de vouloir garder ce précaré propriétaire. Et je pense que ce qui s'est passé à Thies en 2015 et ce qui se passe aussi dans toutes les petites communes où il y a une volonté des élus d'accueillir les gens du voyage et où il y a une réticence des populations, je pense que c'est ça qui se joue. C'est ce qui explique Félicien Faury dans son bouquin, que je vous invite vraiment à lire parce que c'est vraiment important pour comprendre, parce que quand on veut lutter contre l'extrême droite, il faut comprendre pourquoi les gens vont voter extrême droite. Et pour moi, oui, tout ça, c'est du racisme. Et effectivement, c'est un racisme dont on parle beaucoup moins, comme tu le dis, Ercilia. Et je pense que c'est important qu'il y ait un travail parlementaire qui soit mené sur cette question-là. Voilà. Je pense que c'est vraiment un argument qui se réveille. Moi, je suis convaincu, alors peut-être me trompais-je, mais je suis convaincu quand même que notre histoire, et notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, marque aussi le fait qu'aujourd'hui se réveille un certain nombre de choses qui ont marqué cette période-là. J'en dirai pas plus, je pense que tout le monde a compris. Mais est-ce qu'on va devoir rendre l'amphithéâtre malheureusement. Juste un mot pour dire pour les plus déter qu'il y a une autre conférence sur la gratuité des transports au Cursal à 20h. Je le dis quand même pour les plus déter. Il y a un livre, ceux qui veulent le lire. Il y a un livre effectivement qui est sorti par Ritchie et vous pouvez aussi vous rapprocher de l'association Espoir et Fraternité Zigane de Franche-Comté. Il y a un Noël.
si vous avez Voilà. des cadeaux encore. Il y a Noël pour les gamins qui est en train de se faire. Si vous voulez filer un coup de main, filer des cadeaux, n'hésitez pas. Voilà, c'est l'occasion aussi de se rapprocher de cette cause qui est importante. Si c'est tout bon, eh ben nickel. Merci.